moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Dans ce chapitre, nous allons revenir sur les probabilités, sur un certain nombre de propriétés que vous avez déjà rencontrées tout au cours de votre scolarité. Alors, vous avez déjà travaillé sur les différents événements, les différentes notations. Un événement, par exemple B, comme avoir une bonne note, ou son contraire. Un événement T, comme travailler, ou son contraire, qu'on va noter T bar. Vous avez travaillé sur la notion d'équiprobabilité, vous avez aperçu la notion de probabilité conditionnelle. Nous allons maintenant étendre tout ceci. Alors, je vais vous montrer ce qu'on attend, plus particulièrement, et les nouveautés. Pour illustrer ceci, je vais m'intéresser à la classe que j'ai en responsabilité, et j'aimerais savoir pour un élève donné quelle est la probabilité qu'il ait une bonne note. Alors pour ceci, sur mon expérience, et vu ce que j'ai pu constater sur cette classe, je suis arrivé à ces probabilités qui sont ici. J'ai pu constater que environ 30%, c'est-à-dire on a une probabilité de 0,3, qu'un élève ait travaillé correctement avant le contrôle. Donc on sait très bien que la somme des deux fait 1, donc la probabilité du contraire, c'est-à-dire de T bar de ne pas travailler, est de 0,7. On dit que les événements T et T bar forment une partition de l'univers, c'est-à-dire que l'union des deux fait tout l'univers, c'est-à-dire toutes les possibilités, et que l'intersection est bien sûr vide. Ensuite, je vais m'intéresser aux cas de probabilité conditionnelle qui sont ici. Alors, ceci, le 0,8 qui est ici, c'est la probabilité que l'élève ait une bonne note, sachant qu'il a travaillé. On va lire de la même façon la probabilité qu'il n'ait pas une bonne note, sachant qu'il a travaillé, de 0,2. Ici, 0,1 pour bonne note, sachant qu'il n'a pas travaillé, donc on s'en doute évidemment. Et vous avez ici, bien sûr, 0,9. Donc dans ce chapitre, on va s'intéresser à un certain nombre de choses que vous ne savez pas encore faire. Par exemple, pour un élève choisi au hasard, j'aimerais connaître la probabilité qu'il n'ait pas une bonne note. Alors pour ceci, on va utiliser une nouvelle propriété qu'on va mettre en place, qu'on appelle la formule des probabilités totales. Alors cette formule n'est pas très compliquée. Le fait qu'il n'ait pas une bonne note, vous voyez qu'il y a deux chemins. Ce premier chemin rouge qui est ici, ce deuxième chemin rouge qui est ici. Il suffira tout simplement d'additionner les probabilités de ces deux chemins. Et c'est ce que nous allons mettre en place dans ce chapitre. Nous allons voir aussi comment passer de... Alors ici, on sait que la probabilité 0,8, c'est la probabilité d'avoir une bonne note sachant qu'il a travaillé, mais on aimerait aussi pouvoir être capable de calculer d'autres probabilités, c'est-à-dire la probabilité qu'il ait travaillé sachant qu'il a eu bonne note. C'est ce que nous allons mettre en place dans ce chapitre. Alors on peut s'intéresser un petit peu maintenant au cours. Alors on va prendre deux événements A et B, quelconques, alors tel que P de B est différent de 0. Alors on appelle probabilité conditionnelle de A par rapport à B, ou encore probabilité de A sachant B, le réel qu'on va noter de la façon suivante. Alors vous voyez bien qu'on met toujours ce qu'on sait en indice, défini par P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. Alors, je vous laisse vous imprégner de l'exemple qui est ici. Donc, lisez ces 4 premières lignes. Donc, appuyez sur pause si nécessaire. Maintenant, je vais expliquer ceci. Alors, on va s'intéresser à la probabilité de A sachant B. Donc, ça sera, si on applique la formule qui est au-dessus, P de A inter B sur P de B. Alors, quand nous avons la chance d'être dans une situation d'équiprobabilité, où le nombre d'éventualité est fini, on pourra tout simplement dire que P de A inter B sur P de B, c'est cardinal de A inter B sur cardinal de B. Et là, ça sera très facile parce que il suffit tout simplement d'aller prendre les informations dans l'énoncé. Donc, cardinal, je vous rappelle, ça veut dire nombre 2. Donc, nombre d'issues qui réalisent A et B. Donc, cardinal de A inter B, vous l'avez ici, c'est 64. Sur le nombre d'issues total, c'est-à-dire 256. Après un petit calcul, on obtient ceci. Donc la probabilité que l'élève a suivi la spécialité SVT sachant qu'il est reçu au bac est donc égale à 0,25. Alors on procède exactement de la même façon pour P de B sachant A. On arrive à cette formule qui est ici. Donc il suffit, donc le 64 nous l'avons déjà, le cardinal de A nous l'avons aussi, 96. Donc vous l'avez donc dans l'énoncé et ça vous donnera donc 2 tiers.
Ainsi, la probabilité que l'élève soit reçu au bac, sachant qu'il a suivi la spécialité SVT, est 2/3. Alors vous voyez, bien sûr, ça permet de mettre en évidence un résultat important. P2A, sachant B, dans la plupart des situations, est complètement différent de P2B, sachant A. Je vous fais part de deux petites remarques qui peuvent être intéressantes. Si A est inclus dans B, ça veut dire que tout ce qui réalise A réalise B. Ça veut dire aussi que A inter B est égal à A. Donc P2A sachant B sera dans ce cas-là égal à P2A sur P2B. Situation encore plus sympathique, si B cette fois est inclus dans A inter B va être égal à B, et P2A sachant B, donc ça sera égal à P2A inter B, c'est-à-dire P2B sur P2B, ce qui fera 1, c'est-à-dire c'est l'événement certain. Alors, on peut s'intéresser maintenant à deux petites choses qui caractérisent de façon générale les probabilités. On sait qu'une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Alors, oui, essayons de voir pour P2A sachant B. Vous savez que P2A sachant B, c'est P2A inter B sur P2B. Or, on sait que P2A inter B est inférieur ou égal à P2B. Donc, si je divise par P2B des deux côtés, P2B sur P2B, c'est égal à 1. Et on obtient bien P2A inter B sur P2B qui est inférieur ou égal à 1. Donc, on obtient ce premier résultat. Donc, une probabilité conditionnelle est évidemment toujours comprise entre 0 et 1. Ce deuxième résultat, c'est un résultat classique aussi. On sait très bien que P2A bar, de façon générale, c'est 1 moins P2A. Alors, pour montrer ce résultat, nous allons d'abord nous intéresser à ce diagramme de Venn qui est ici, VE2N. Alors, on appelle ça aussi un diagramme en patate. Vous avez oméga ici qui représente tout l'univers. Donc, tout l'univers, c'est-à-dire aussi A union A bar, où A et A bar sont deux événements contraires. On va intersecter ceci avec un événement B. C'est-à-dire que A union A bar inter B, ce n'est rien d'autre que B. On constate que B peut être scindé en deux, de manière totalement disjointe, entre l'intersection de B et de A, c'est-à-dire A inter B, et l'intersection de B et de A bar, c'est-à-dire A bar inter B. On arrive donc à cette jolie formule qui est ici. Ce qui va nous permettre de montrer ceci. Donc vous savez que P de A union A bar inter B, donc si on applique la formule des probabilités conditionnelles, ça ne sera rien d'autre que P de A union A bar inter B sur P de B. Et si on applique la formule que nous venons de démontrer ici, nous pouvons remplacer et nous obtenons donc ceci. Ces deux événements ici étant totalement incompatibles, donc la probabilité de l'union des deux, ce n'est rien d'autre que la somme des probabilités. Et nous obtenons donc cette jolie formule qui est ici. Alors P de A union A bar, sachant B, A union A bar, c'est le tout, sachant B, donc ça sera P de oméga sachant B, c'est égal à 1. Maintenant que nous avons ceci, nous en déduisons tranquillement la formule voulue. Je vous laisse relire ceci à tête reposée, il n'y a pas de grande difficulté. Je vous invite à bien travailler le diagramme de Venn, c'est souvent très pratique pour mettre en évidence des propriétés. Alors, probabilité d'une intersection. Le nom que vous avez ici n'est plus totalement au programme, vous pouvez l'apprendre, ça fait pas de mal, ça s'appelle la formule des probabilités composées. Alors comment ça fonctionne? On retrouve ceci très facilement en faisant le produit en croix à partir de la propriété du dessus. Vous savez, on a vu que P2A sachant B, c'est P2A inter B sur P2B. Donc si on fait le produit en croix et que P2B vient se balader ici, ça fonctionne. Sinon, vous pouvez le retenir aussi de manière extrêmement simple. Regardez. Pour que A inter B se réalise, il faut d'abord que A se réalise, donc P de A, puis que B se réalise, sachant que A s'est déjà réalisé. Donc P de A inter B, ce n'est rien d'autre que P de A fois P de B, sachant A. On montre exactement de la même façon l'autre propriété, car on sait que A inter B, c'est B inter A, et on obtient le même résultat. Alors, nous allons faire maintenant un petit exemple. Alors, encore une fois, je vous laisse appuyer sur pause et vous imprégner de tout ceci. Alors, vous avez bien noté les notations. B1, c'est l'événement, la première boule extraite est bleue. B2 est l'événement, la seconde boule extraite est bleue. Et l'événement, les deux boules extraites sont bleues, est alors B1 inter B2. Alors, vous avez vu qu'il va se passer des choses au cours de l'expérience. Alors, P de B1 inter B2, si on applique la formule que nous avons vue au-dessus, c'est P de B1, c'est-à-dire la probabilité que B1 se réalise, fois la probabilité que B2 se réalise, sachant que B1 s'est réalisé. Là, vous voyez toute l'importance de cette formule. Alors, les boules ont la même chance d'être tirées. Donc, par équiprobabilité, P de B1, c'est 3 sur 8. Mais B1 étant réalisé, ça signifie quoi? Donc, si on lit bien l'énoncé, on va ajouter une boule bleue.
Ainsi, au second tirage, il va y avoir 4 boules bleues sur 9 boules dans l'urne. Et donc P de B2 sachant B1, cette fois, va être égal à 4 sur 9. Et donc, si on applique la propriété, il suffit maintenant de multiplier ces deux résultats, celui-ci, 3 huitièmes, et celui-ci, 4 neuvièmes, et on en déduit que P de B1 inter B2, c'est 1 sixième. Nous pouvons maintenant aborder la formule des probabilités totales. Alors, pour ceci, nous allons avoir besoin dans un premier temps de définir ce qu'on appelle une partition de l'univers. Alors une partition de l'univers, vous connaissez une partition élémentaire avec A et A bar quand vous avez un événement et son événement contraire, mais on peut aussi l'imaginer avec beaucoup plus d'événements. Alors vous le verrez de temps en temps avec 3, 4, rarement plus, je vais vous le définir de façon générale avec les formules qui sont ici. Alors je vous ai fait une situation ici où l'univers oméga, je l'ai scindé en 4 parties, A1, A2, A3 et A4. Vous voyez que l'union de ces 4 parties réalise tout l'univers et que les intersections entre ces parties sont vides. Donc quand vous avez une situation comme celle-ci, on parle d'une partition de l'univers ou encore on parle d'un système complet d'événements. Alors l'intérêt de ceci, c'est que si vous prenez un événement B quelconque, que je vous ai représenté en jaune ici, vous allez pouvoir imaginer cet événement B en étant l'intersection avec chacun des événements de la partition, quitte à ce que cette intersection soit vide. Et vous aurez alors P de B, c'est P de A1 inter B plus P de A2 inter B, etc., quel que soit le nombre de parties que vous allez avoir dans la partition, plus P de AN inter B. Ce qu'on pourra après exprimer de façon différente en utilisant cette formule, ainsi. Donc P de B, ça sera cette somme qui est ici, ou encore P de A1 fois P de B sachant A1, plus P de A2 fois P de B sachant A2, etc. jusqu'à ici. Alors vous allez voir que ceci, ça va être extrêmement pratique, parce que parfois on ne connaît pas la probabilité exacte d'un événement, mais on connaît les probabilités de ces événements dans certaines conditions. Par exemple, vous pouvez connaître un résultat pour les filles, un résultat pour les garçons, et ceci vous permettra de déterminer un résultat pour toute la classe, ce que nous verrons en exercice. Je vous présente maintenant un exemple. Alors, je vous laisse comme d'habitude quelques minutes pour rentrer dans l'énoncé. Voilà. Alors, appuyez sur pause si nécessaire, bien évidemment. Les hypothèses de l'énoncé nous permettent de voir que P de R, c'est 0,1, c'est-à-dire réagir fortement au test. P de F, c'est 0,2, c'est-à-dire réagir faiblement au test. P de N, c'est 0,7, c'est-à-dire réagir négativement au test. Ensuite, nous avons là, comme vous pouvez le voir, 3 probabilités conditionnelles. Alors, je vous ai déjà présenté un petit arbre ici, on va refaire les arbres par la suite, mais vous pourriez, si vous le souhaitez, P de M sachant R, vous l'avez ici, tout simplement, c'est 0,9, et là, vous aurez 0,1. De la même façon, P de M sachant F, c'est 0,6, donc ici, vous auriez 0,4, et P de M sachant N, c'est ici 0,05, et là, vous auriez 0,95. Alors, dans la rédaction, il faudra bien indiquer ici que R, F et N forment une partition de la population ou de l'univers. On dit aussi un système complet d'événements, comme je vous l'ai indiqué au-dessus. Et d'après la formule des probabilités totales, on en déduit donc le résultat voulu. C'est-à-dire que P de M, donc ça pourra être soit ce trajet, soit ce trajet, soit ce trajet. Et donc ça vous donnera P de R fois P de M sachant R, plus P de F fois P de M sachant F, plus P de N fois P de M sachant N. Ensuite, il suffit juste de multiplier entre elles les probabilités et on obtient le résultat voulu. Voilà la première application que vous avez de la formule des probabilités totales. Je vais revenir sur les règles de construction d'un arbre pondéré. Alors ici, il y a un petit peu de théorie qu'on va pas énormément utiliser dans la pratique. Alors je vous ai présenté ici un arbre un petit peu
un petit peu compliqué. Alors, il faut savoir que le premier nœud ici, ça s'appelle la racine. Les premières branches, alors ici, vous en avez deux, mais vous avez pu voir que dans l'exemple précédent, nous en avions trois, s'appellent les branches primaires. Et ici, on mettra toujours les probabilités qui sont liées donc à ces événements qui forment la partition. Dans les branches qui suivent, on mettra des probabilités conditionnelles. Alors, il faut savoir que ici, donc ces branches que vous avez par la suite s'appellent des branches secondaires. Ici, vous allez mettre la probabilité de cet événement sachant celui-ci. Mais si vous avez plus que deux branches, par exemple 3, ici, vous allez mettre la probabilité de cet événement sachant celui-ci et celui-ci. D'accord? Faudra être prudent avec ceci. On verra ceci en exercice. Alors, il faut savoir que ce que je vous ai représenté en rouge ici s'appelle un trajet, c'est-à-dire un chemin qui mène de la racine jusqu'à une extrémité ici. Et donc pour avoir tout simplement la probabilité d'un tel trajet, il suffira de multiplier entre elles les différentes probabilités que vous avez ici. Alors je rappelle, vous avez les quelques règles qui sont données à la base ici, je vous laisse les relire, je vous ai pour à peu près tout expliqué, lisez-le à tête reposée. Alors sachez tout de même qu'à chaque fois les probabilités, ça et ça fait 1, ici idem, la somme fait 1, ici idem, la somme fait 1. Alors remarque, la somme des poids des branches primaires vaut bien sûr 1, la somme des poids des branches secondaires issues du même nœud vaut aussi 1, ça je vous en ai déjà parlé. Nous allons nous intéresser maintenant à cet exemple. Alors je vous laisse vous imprégner de l'énoncé, en appuyant sur pause bien sûr. Voilà. Alors, on note BI, la ième boule est bleue. Alors, plutôt que de noter B1, la première est bleue, B2, la deuxième est bleue, B3, etc. Imaginez si nous avions 10, 15, 20 répétitions possibles. Ça serait un petit peu plus compliqué pour noter. Donc, nous notons BI, la ième boule est bleue. Ce qui nous permet de mettre en place cet arbre. Alors attention, hein, il y a des modifications au cours du jeu. Hein. Une urne contient 3 boules bleues et 2 boules rouges. On tire successivement et sans remise. Donc au cours de l'expérience, il y a un certain nombre de modifications. C'est-à-dire que la première fois, il y avait 5 boules, ensuite il y a 4 boules et à la fin, il reste 3 boules, auxquelles on va enlever les boules bleues si on a tiré des boules bleues ou les boules rouges dans le cas contraire. Donc là, vous avez les probabilités autant de B1 et de R1 qui forment bien une partition de l'univers. C'est-à-dire que au premier tirage, c'est soit vous tirez une boule bleue, soit vous tirez une boule rouge. Ensuite ici, vous avez des conditionnels. Tout va dépendre de si vous avez tiré une boule bleue au premier tirage. Dans ce cas-là, il y en a une de moins, ce qui fera 2 sur 4 ou encore un demi. Idem ici. Par contre ici, c'est une probabilité conditionnelle, mais si vous n'avez pas tiré de boule bleue, il en reste toujours 3 sur en tout 4 boules, donc ça fera 3 quarts. Et donc vous voyez que ici, c'est bien une probabilité conditionnelle qui dépend des 2 tirages précédents, et non pas seulement de celui-ci. Ici, si vous avez tiré une première boule bleue et une deuxième boule bleue, donc il reste à la fin une unique boule bleue, 1. Sur combien de boules? Sur 3 boules, donc ça fait 1 tiers. Je vous laisse tranquillement compléter le reste et réfléchir à ceci. On aurait pu ici se passer de mettre cette branche, car la branche est nulle, on aurait pu juste mettre B3. Alors la probabilité d'un trajet, je vous ai dit par exemple B1 inter B2 inter R3, c'est-à-dire celui-ci, il suffira juste de faire la multiplication, ça, fois ça, fois ça. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Alors, on va juste s'intéresser à quelques points. Donc la probabilité que la troisième boule soit rouge, sachant que les 2 premières étaient bleues. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, par exemple ça serait celle-ci. La troisième est rouge, sachant que les 2 premières sont bleues. Donc les 2 premières sont bleues, donc il reste uniquement une boule bleue, donc 2 boules rouges, donc ça fera 2 sur 3. La probabilité de l'événement R1 inter B2 inter B3, donc je vous en ai déjà parlé. Maintenant, on peut s'intéresser à des choses un petit peu plus compliquées. Par exemple, soit A, l'événement tirer une seule boule rouge. Alors, vous regardez combien de trajets correspondent à une seule boule rouge. Vous en avez un ici, vous avez un autre trajet ici, et vous avez encore un trajet ici. Ensuite, donc, il suffit d'additionner les probabilités de ces 3 trajets. Et nous obtenons un cinquième, plus un cinquième, plus un cinquième. Je vous laisse faire ce calcul sur une main, c'est-à-dire
3/5. Nous allons parler maintenant d'événements indépendants. Alors, le nom est relativement explicite. On dira que deux événements sont indépendants, alors on va les prendre tant qu'affaire de probabilité non nulle, si le fait que l'un d'entre eux soit réalisé ou non n'influe pas du tout la probabilité de l'autre. C'est-à-dire P de A sachant B sera tout simplement égal à P de A. Mais dans ce cas-là, P de B sachant A sera aussi égal à P de B. On retrouve alors, comme nous avions vu tout à l'heure que P de A sachant B c'était P de A fois P de B sachant A, ce qui va caractériser des événements indépendants, c'est que P de A inter B sera toujours égal à P de A fois P de B. Donc, définition. Donc on dira que des événements A et B sont indépendants si et seulement si ils vérifient l'une des trois conditions suivantes. Dans la pratique, on utilisera très souvent P de A inter B égale P de A fois P de B. Alors je vais vous donner un petit exemple. Encore une fois, je vous laisse vous imprégner de ces 4 premières lignes, donc appuyez sur pause si nécessaire. Voilà. Donc, on va s'intéresser maintenant à P de U, c'est-à-dire la boule tirée porte le numéro 1. On compte 1, 2, 3, 4, 5 boules qui portent le numéro 1 sur 10 boules en tout. Donc, on obtient un demi. B, la boule est bleue. Donc, ça, c'est facile. 4 sur 10. Donc, c'est bien sûr de l'équiprobabilité. B inter U, c'est-à-dire les boules bleues qui portent le numéro 1. On en compte uniquement 2. 2 sur 10, c'est-à-dire un cinquième. Alors, on constate que P de B inter U est égal à P de B fois P de U. Donc, les événements BU sont indépendants. Alors que ça ne sautait pas aux yeux. Et ça nécessitait tout de même une petite gymnastique, c'est-à-dire il fallait remarquer que la proportion des boules bleues portant le numéro 1 parmi les boules portant le numéro 1 est la même que celle des boules bleues parmi les boules de l'autre. Donc il fallait faire cet effort. Et là, un petit calcul comme celui-ci nous permet d'éviter de faire cet effort. Alors on va s'intéresser maintenant à P de Q. Alors Q, la boule tirée, porte le numéro 4. C'est facile, on en voit une seule, donc un dixième. B, on connaît déjà, 2 cinquièmes, P de B. Q inter B, évidemment, on voit qu'il n'y a aucune boule bleue qui porte le numéro 4, donc c'est 0. Et donc vous voyez que P de B inter Q est clairement différent de P de B fois P de Q. Les événements là ne sont donc pas indépendants. Alors, quelques petites remarques importantes. Tout événement A est indépendant de l'événement certain et de l'événement impossible, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il ne faut surtout pas confondre événements incompatibles et événements indépendants. Donc on a déjà vu ensemble que des événements incompatibles sont tels que leur intersection est vide, et on a alors P de A union B égale P de A plus P de B. Alors que les événements indépendants vont vérifier P de A inter B égale P de A fois P de B. Dans l'exemple précédent, juste au-dessus, les événements B et U sont indépendants, mais ne sont clairement pas incompatibles. Effectivement, regardez, vous avez bien des boules qui portent le numéro 1, des boules bleues qui portent le numéro 1, donc les événements ne sont clairement pas incompatibles alors qu'ils étaient indépendants. Alors, on va avoir une petite propriété importante. J'ai oublié de vous dire ceci. Donc, au-dessus, les événements B et Q sont incompatibles, eux. Donc, effectivement, vous voyez que on ne peut pas avoir la réalisation de B et de Q en même temps. On avait vu ici qu'une boule bleue ne porte pas le numéro 4. Aucune boule bleue ne porte le numéro 4. Donc, il n'est pas possible de réaliser B et Q en même temps. Donc, on parle d'événements incompatibles. Et pourtant, ils ne sont clairement pas indépendants. Donc, soyez extrêmement prudents avec ceci. Alors, un résultat qui est assez évident, en fait. Si deux événements sont indépendants, il en sera de même pour A bar et B. Si A, la réalisation de A n'implique en rien la réalisation de B, la réalisation du contraire de A n'implique aussi en rien la réalisation de B. Alors, on peut le faire par un calcul. On sait, par exemple, que P de B, c'est P de B inter A plus P de B inter A bar, parce qu'on est capable d'intersecter B avec A et A bar, ça on l'a déjà vu précédemment. Ce qu'on peut aussi écrire de la façon suivante, on met P de B inter A de l'autre côté, donc on va obtenir ceci. Or, P de B inter A n'est rien d'autre que P de B fois P de A, étant donné que les événements A et B sont indépendants. Ensuite, il suffit de factoriser par P de B, et on va obtenir P de B ici en facteur de 1 moins P de A, et 1 moins P de A n'est rien d'autre que P de
A bar, on en déduit que A bar et B sont indépendants. Alors on n'a pas besoin de refaire toutes les autres démonstrations parce qu'il en sera de même pour A bar et B bar. Il suffit juste d'appliquer cette même propriété que nous venons de démontrer aux événements A bar et B. Donc ça fera, c'est vrai aussi pour A bar et B bar, et qu'on recontinue ainsi de suite pour évidemment A et B bar, etc. Ça sera la même chose. On va s'intéresser maintenant à la répétition de plusieurs épreuves indépendantes. Alors, on dira que deux expériences aléatoires qui se succèdent, telles que les résultats de la première expérience n'influent pas les résultats de la seconde, sont des expériences aléatoires indépendantes. Donc, lorsque deux épreuves sont indépendantes, la probabilité d'un couple de résultats est égale au produit des probabilités de chacun d'eux, tout simplement. Alors, je vous donne un petit exemple classique. On tire successivement deux cartes dans un jeu de 32 cartes, et on note les deux cartes obtenues. Alors, deux situations vont se présenter. Soit vous décidez de remettre la carte dans le paquet. Dans ce cas-là, les deux tirages sont indépendants. Au deuxième tirage, vous n'avez pas souvenir de ce qui s'est passé au premier tirage. Par contre, si vous ne remettez pas la carte dans le paquet, le fait d'avoir tiré un roi au premier tirage impliquera que vous avez un roi de moins présent pour le deuxième tirage. Donc les probabilités ne seront pas les mêmes et dans ce cas-là, les tirages ne sont absolument pas indépendants. Alors, si on remet la carte dans le paquet, la probabilité d'avoir deux rois est donc tout simplement 1/8 fois 1/8, c'est-à-dire 1/64. Alors, je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Alors, une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience extrêmement classique. Vous en connaissez un certain nombre. Par exemple, quand vous jetez une pièce de monnaie, vous avez soit la possibilité d'obtenir un pile, soit d'obtenir un face. Vous avez deux issues possibles. Et donc, dans une situation comme celle-ci, l'une des deux issues, on va l'appeler S, comme succès. On va lui affecter une probabilité de P. Et l'autre issue, on va l'appeler S bar. Donc, avec la probabilité 1 moins P. Et ce qu'on va appeler un schéma ou une expérience de Bernoulli, ce sera tout simplement la répétition un certain nombre de fois de cette même épreuve de Bernoulli, de manière totalement identique et indépendante. Alors on peut imaginer par exemple jeter une pièce de monnaie 4 fois de suite, telle que je vous le présente en dessous, et que nous allons étudier maintenant. Alors la probabilité d'un chemin, par exemple ici, que je vous ai mis en évidence ici, sera le produit des probabilités des branches qu'il constitue. Mais bon, on n'est pas tellement étonné, on fait ça depuis un bout de temps. Alors, on jette une pièce de monnaie, donc il s'agit bien d'une expérience de Bernoulli. Les deux éventualités sont notées pile et face. L'une avec une probabilité P pour le succès, 1 moins P pour l'échec. Alors, il faut savoir que la pièce n'est pas forcément équilibrée. Il n'y a aucune certitude que le fait d'obtenir pile soit un demi, et le fait d'obtenir face soit un demi. Tout ça sera de toute façon donné de manière très claire dans l'énoncé. Alors, je vais répéter ici 4 fois, de façon indépendante et évidemment totalement identique, le jet de cette pièce. On peut traduire ceci par cet arbre. Alors, vous voyez que quand je répète 4 fois, c'est facile. 5 fois, ça devient très compliqué à faire. 6 fois, j'en parle même pas. Ici, pile, face. À chaque fois, pile, face, et j'attribue à chaque fois les probabilités P, 1 moins P. Donc, l'univers de cette expérience aléatoire se compose de 16 quadruplés de résultats. Alors, un quadruplé, c'est ceci. Vous voyez? Quand on parle de quadruplé, ça fait partie de la famille des PUplés, tels les couples, les triplés, les quadruplés, et l'ordre est extrêmement important. C'est pour ça, par exemple, qu'on parle de couple de coordonnées quand on s'intéresse aux coordonnées d'un point. Pourquoi? Parce que le couple 2-3 n'est absolument pas le même que 3-2. Donc faites attention avec le vocabulaire utilisé. Donc la probabilité d'obtenir le quadruplé pile, pile, face, pile. Donc on regarde pile, pile, face, pile, c'est-à-dire le chemin qui est ici. Donc ça sera P fois 1 moins P fois le P que je n'ai pas indiqué ici, mais qui est sous-entendu. Et on obtient P au cube fois 1 moins P. Alors, on aurait pu voir dans l'arbre qu'il y a 4 possibilités en tout d'obtenir 3 piles sur les 4 lancés. Donc vous aviez par exemple aussi cette branche-là. Pile, 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 face, ce trajet, pardon. Et donc la probabilité sera la même, c'est-à-dire P fois P fois P, c'est-à-dire P au cube fois 1 moins P. Donc on aurait pu voir que la probabilité de l'événement obtenir 3 piles sera 4 fois P au cube fois 1 moins P. Et vous verrez l'an prochain, en terminale, ça vous permettra de mettre en place ce qu'on appelle la loi
binomial. Alors, j'en ai terminé pour le cours. Vous savez très bien, encore une fois, que le cours, ça se travaille. Le cours, ça se relit. Le cours, ça s'apprend. Donc, c'est une vidéo. Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous voulez et appuyer sur pause tel qu'il le faut. Allez, bon courage.